pas trop loin, si possible. Bonjour et déjà merci d'être venu. Je m'appelle Stéphane et pour vous donner un ordre d'idée, je suis ingénieur au CNRS en physique et donc c'est en partie pour ça que je présente la présence des sciences dans les jeux de rôle. Et Yann m'accompagne en tant qu'auteur du jeu de rôle Crime, pardon. Et donc on va parler des sciences dans les jeux de rôle et notamment avec une application sur Crime. En introduction, on peut se demander ce qu'est les sciences, ou en tout cas, ici, je vais surtout en parler par rapport surtout aux sciences dures, sciences humaines, sciences économiques, etc. Et en fait, on s'aperçoit, si on regarde un petit peu les jeux de rôle plus ou moins en détail, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de découvertes scientifiques, de théories scientifiques dans les jeux, qu'on le veuille ou non, en fait, et ce, sous différentes formes. C'est-à-dire que je pense là au thème, à l'univers propice, c'est-à-dire on pense à la science-fiction, mais à autre chose, aux notions, mais par notion, vous verrez que j'entends vraiment des bidouilles, entre guillemets, qu'on voit uniquement quand on est plus ou moins physicien ou autre chose, mais pourtant elles y sont. Dans les scénarios, je ne sais pas s'il y a des MJ ici, on peut s'amuser à en mettre. Et au moment de la création, et c'est là où Yann en fait va surtout intervenir, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait là il y a surtout une grosse démarche scientifique par les auteurs, et pour avoir la chance de connaître Yann, c'est surtout là que j'ai appris qu'il y avait cette présence. Donc au niveau de la présentation, je vais simplement rappeler ce que c'est les sciences. Alors vous allez voir, on peut entendre tout et n'importe quoi. Je vais donner quelques présences scientifiques pour vous dire, peut-être que je vais vous pourrir vos jeux de rôle en fait par la suite, mais vous allez voir qu'en fait il y a quand même des notions de science plus ou moins poussées dans des jeux, mais vous dites mais non, et c'est peut-être pour ça que vous allez me détester à la fin. Et après, on va faire une fausse interview de Yann qu'on a forcément préparée. Et je terminerai par une petite conclusion. Donc en fait, par science, qu'est-ce que j'entends? Alors les gros monsieur et un petit peu les madames de l'académie, principalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent plein de choses, globalement. Ils nous disent surtout que c'est un système de connaissance rationnelle expérimentale sur un objet déterminé. En fait, ici, on s'intéresse surtout à connaissance sur un objet déterminé. Et en fait, par là, ils donnent des autres exemples, et notamment sciences naturelles, sciences exactes, etc. Ils donnent un petit peu toutes les sciences, et c'est là où je vais en venir, en fait. Mais bien sûr, les sciences, quand on pense à science un petit peu, on pense aux gros chercheurs. Et globalement, je pense qu'on a tous pensé à ça quand même, à cette petite image sur Internet. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, moi personnellement je vois rien, mais bon. Là, c'est ce que ma mère pense, donc un petit peu le... Voilà. Ce que mes amis pensent, on a reconnu la série. Ce que la société pense, malheureusement, c'est les rats. Et je m'excuse pour moi. Ce que pense mon boss, effectivement, il pense que je fais beaucoup de conneries, je pense en fait. Ce que je pense faire, bon, je suis surtout parti du fou là. Et en fait, ce que je fais vraiment, c'est de l'administratif, et Karim pourra me le dire, puisque il est aussi chercheur. Ouais, c'est ça, mais tu fais beaucoup d'administratif aussi. Dans la pensée commune, en fait, il faut se dire que les sciences, la plupart du temps, peut-être pas vous, mais moi oui, on pense surtout aux sciences dures, physique, chimie, biologie. Et en fait, on a un petit peu l'image du scientifique avec des éprouvettes qui appuie sur tous les boutons, qui clignote et tout, rempli d'équations. On comprend rien, mais ça fait bien en général. Et c'est un petit peu l'image de Big Bang Theory avec Sheldon. Et ces équations, malheureusement, elles n'y apparaissent pas. Peut-être que tu les reconnaîtrais quand même. Et bien sûr, Volovitz, Léonard, etc. Et puis bien sûr, derrière, il y a plein de boutons. On ne sait pas à quoi ça sert. Même moi, sincèrement, quand je regarde, pourtant je suis dans son domaine. Mais ici, je vais ajouter surtout alors, les sciences humaines, sociales, etc. Et je pense qu'ici, il y en a certains qui vont peut-être un petit peu bugger, parce que certains ne seront pas d'accord avec moi, et je sais qu'ici, on a surtout certains qui vont essayer qui vont un petit peu bugger, qui vont surtout essayer de m'étrangler, qui vont essayer de... voilà, bref. Je vais tout de suite passer, en fait. Mais qu'on le veuille ou non, en fait, malheureusement, et c'est ma deuxième partie, les sciences sont bel et bien présentes dans les jeux de rôle, et j'en ai une preuve, là encore. Donc, en fait, à quoi ils jouent plus ou moins à Donjons et Dragons, à peu de choses près.
Hop. Ici, sur cette partie, je vais un petit peu lister où on trouve les sciences, en fait, sur quel thème on trouve les sciences. C'est-à-dire que globalement, bah, bien sûr, on pense à l'astrophysique, aux voyages spatiaux, et là, je pense au bon vieux Traveller, qui a fait quand même quelques années avec ses 25 000 éditions aussi. Mais il n'y a pas que ça. D'un point de vue exobiologie, et là je mets en avant un petit jeu d'un copain bruxellois, qui on parle, d'un côté de la biologie, on parle un petit peu la vie extraterrestre, les exoplanètes. On s'aperçoit quand même qu'il y a certaines références, on s'aperçoit globalement que quand il y a une découverte, il faut se dire que quelques années après, on risque de la retrouver quelque part à un moment donné, quoi, quand même. Là, je pense vraiment aux planètes extrasolaires qui, au final, en foisonnent quand même. La médecine, c'est propice aux jeux de survie, aux jeux historiques. Pourquoi historique ici? Parce qu'il faut se dire que la médecine, elle n'a pas été aussi conviviale que ces derniers temps. Yann peut m'en parler un petit peu. Pour crime, on est d'accord que début du XXe siècle, on est un petit peu... Bref. La physique ici, alors on va vraiment parler de tout, ça va être la science-fiction, les post-apo. Pourquoi post-apo? Bien souvent on est confronté à la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, je suis désolé de vous dire ça, c'est de la physique aussi. Les jeux contemporains, bah ouais, on aime bien la physique aussi. Les jeux historiques, et là encore je me tourne vers Yann, et on va en parler un petit peu plus tard, par rapport à Crime, la belle époque qui est quand même méga riche en découvertes scientifiques, en prix Nobel, etc. Je cite en plus l'informatique, et on reconnaît, bah, pour ceux qui connaissent un petit peu, Shadowrun, sauf qu'on peut réfléchir un petit peu, on peut se dire qu'au final, on est... Shadowrun, on va me lancer des cailloux si je dis ça, mais on est un petit peu dans l'anticipation. Pourquoi? Parce que l'informatique, ça avance tellement vite qu'on peut, selon moi, surtout pour un passionné de science-fiction que je suis, on peut pas imaginer globalement l'informatique, ce qu'elle va être dans 100 ans. Il faut imaginer dans 100 ans, est-ce qu'on se dit qu'on avait un smartphone ou pas? Bref. Par rapport aux sciences humaines, après on peut ne pas être d'accord avec moi. Par rapport aux autres sciences, et là je parle vraiment des sciences sociales et humaines, l'histoire que je considère dedans, au final, je ne sais pas si on voit, c'est Ars Magica. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ici. Ars Magica, pour moi, c'est une référence absolue en heroic fantasy, histoire. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'heroic fantasy, au final, on s'aperçoit qu'il y a quand même un gros fond de médiéval derrière. On s'aperçoit qu'il y a quand même des, je ne vais pas dire des découvertes, mais presque historiques derrière, qu'ils ont réussi à insérer. Et j'en ai beaucoup appris sur l'époque médiévale dans Ars Magica, qu'en tapant quand même quelques années d'histoire quand j'étais au lycée. Et ici, je parle de Crime, donc monsieur l'auteur. Ici et là, pareil, là vraiment, et je dis pas ça parce que c'est mon patron, et je suis désolé, mais voilà, ça reste quand même une grosse bible pour la belle époque et qui n'est pas spécialement un univers très très connu. Et voilà. Et en fait, ah oui, pardon, et j'ai oublié la psychologie qui reste quand même méga importante pour moi. On pense à la psychologie, bien sûr, pourquoi? Alors, pour l'appel de Cthulhu, en fait, où là, on parle du thème de la folie, et c'est vraiment un thème qui m'est cher. Et bah, d'ailleurs, demain, je me permets de faire mon autopub, parce que je fais une conférence sur la maladie mentale, et voilà. Et en fait, dedans, il y a quoi? C'est principalement Cthulhu et Dementophobia. Hop. Ensuite, je continue cet inventaire à l'après-vert, en fait, et on va trouver cette science, mais sous différentes formes. Je ne sais pas si vous avez retenu, je ne sais pas si vous avez écouté, en fait, mais il y avait, je disais dans l'introduction, il y avait le thème, l'univers, etc. Ben là, je reprends les jeux, mais vraiment classés, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment, il y a vraiment des univers propices aux jeux. Alors, bien sûr, il y a la grosse science-fiction que j'apprécie, les Polaris, les Travelers, tout ce que vous voulez, où là, il suffit de regarder, et puis ça reste des voyages spatiaux, et puis ça s'amuse, surtout en science-fiction, on s'amuse à mettre des découvertes de temps en temps, ça ne veut rien dire, mais c'est toujours beau. Mais il y a d'autres univers, je parlais de l'histoire avec Crime, Ars Magica, effectivement, ça reste des sources, il faut se dire que, voilà, ce ne serait pas étonnant que les auteurs et chercher dans de la littérature même scientifique pour sortir des trucs tellement poussés.
Là, je pense à Yggdrasil, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment le jeu des hommes du Nord. Ils disent pas vikings. Et au final, là encore, je me suis tapé, à travers le jeu, à travers ses suppléments, je me suis tapé tout un historique des vikings sur le 4e siècle. Et pareil, et on se dit facilement que quand on joue, soit ils se sont inspirés ici d'une découverte du CNRS avec des vestiges d'une cathédrale, ou soit vous dites qu'ils ont vraiment une imagination incroyable pour faire quelque chose aussi précis, surtout quand on s'amuse à comparer la littérature scientifique avec ce qui est écrit dedans. J'ai mis par rapport à la préhistoire. Oui, en parlant de crime, je montre l'image du congrès de Solvay, que monsieur connaît bien. Qu'est-ce que c'était le congrès Solvay? Ça a été le premier congrès de tous les scientifiques et qui a réuni énormément de prix Nobel. Ici, vous voyez le petit Einstein jeune. Ici, vous voyez Marie Curie pensive, ouais, peut-être mal à la tête, je sais pas. Ici, vous avez des Langevin, vous avez vraiment énormément de prix Nobel. En gros, si vous voulez une photo de prix Nobel, vous prenez celle-ci et vous voyez que l'univers de crime est vraiment propice à ça. Par rapport aux notions abordées, alors pour Eclipse Phase, c'est un petit peu un jeu entre les deux, c'est que, alors bien sûr, il y a le thème de la grosse SF, mais il parle aussi de l'humanisme, du transhumanisme, etc. Et en fait, en cherchant un petit peu pour faire cette conférence, je me suis aperçu qu'en début 2017, dans une université, si je me souviens bien, c'était Bordeaux, il parlait de la notion de transhumanisme, post-humanisme, avec des chercheurs derrière. Et là encore, hein, si on regarde, c'est peut-être mal écrit, bon en même temps je vois rien, je fais semblant de regarder, mais je veux dire, on s'aperçoit que c'est quand même des chercheurs, c'est quand même des DR, c'est quand même des CR, des DDR, des directeurs de recherche du CNRS, des chargés de recherche du CNRS, qui donnent des conférences autour du transhumanisme, qui est, le thème cher à Eclipse Phase. Derrière, je parle de l'appel de Cthulhu. On en pense qu'on veut, moi j'aime pas. Moonblade, pourquoi? Parce que voilà, il y a une histoire de multivers derrière, à mon avis, le type il s'en est quand même bien inspiré pour faire ça. Star Wars, Shadowrun, etc. Et là, je vais m'arrêter un petit peu sur Star Wars, pourquoi? Parce que pour beaucoup, en fait, Star Wars, ils ont mis en avant le concept de laser. Et là, c'est un truc qui me tient à cœur, puisque je travaille dedans, en fait. Et en fait, pour beaucoup dans les jeux de rôle, mais ça peut être dans l'univers, mais il faut se dire que de manière générale, la science-fiction utilise beaucoup des armes laser. C'est aussi pour ça que j'ai demandé la lumière, parce que je savais que ça allait mal passer. Mais en fait, on s'aperçoit qu'ici, on a des lasers qui tuent. Waouh. Des sabres laser. Waouh. Et en fait, on s'aperçoit que dans les laboratoires de recherche, ici, c'est là où je travaille, ça se voit mal, mais un laser, c'est quelque chose de tout con. Ça peut être, pardon de dire ça, mais cette merde-là, comme ça peut être vraiment des très gros trucs. Mais il faut se dire que pour faire des trucs qui tuent, il faut quand même des gros trucs, quoi. On va dire, il faut vraiment... Et en fait, quand je parle ici de thèmes de science-fiction, ça peut être vraiment des notions... Et c'est là où je dis que peut-être que vous n'y faites pas attention quand vous jouez. Pourtant, les lasers, ça reste des études... Le FLAM, ça veut dire quoi? Ça veut dire laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules. Ça veut dire qu'on bosse tous les jours dessus, à essayer de les étudier quand même. Hein. Donc voilà, et c'est pour ça que je modère quand même un chouïa mon discours. Et ensuite, les sciences, on va les trouver où? Dans les scénarios. Et en fait, ça va dépendre du MJ et de la volonté des joueurs. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi, dès que j'essaie de sortir un scénario de science-fiction, qu'est-ce que mes potes me font? Ils me disent toujours ça. Et en fait, je ne peux absolument pas jouer le truc. C'est-à-dire qu'il faut totalement que je cache même les idées de science derrière pour aborder ce thème. Et enfin, il y a une démarche, et c'est là où je vais aller directement avec Yann, où on s'aperçoit que l'élaboration scientifique, l'élaboration d'un jeu de rôle est proche d'une démarche scientifique. Pourquoi? Parce que quand on s'y attarde, on s'aperçoit qu'il y a quoi? On s'aperçoit qu'il faut une idée de base. Tu me contredis si je dis une bourde. Hein. Je n'hésiterai pas. Ok, merci. Oui, maître.
Il faut une idée de base, il faut quand même faire de la bibliographie, histoire de ne pas réinventer le système des vins, ou en gros le système, le fil à couper le beurre aussi, hein. Ce serait dommage de tout réinventer. Le cheminement du projet, c'est-à-dire au moment où on met sur papier jusqu'au test, jusqu'au bêta-test, les corrections, les relectures qui peuvent prendre énormément de temps, la publication du jeu, et notamment Crime qui est sorti là, et voilà, il a quand même fallu quelques temps. Et enfin, la présentation dans les conventions, dans les salons, et c'est ce qu'on fait ici avec les écuries d'Augias. Et en fait, quand on y pense un peu, on s'aperçoit que, je ne sais pas s'il y en a ici, que ça ressemble quand même à un gros travail de thèse, quoi. Vraiment, dans l'idée, on en est... voilà, c'est depuis que je connais Yann, je m'aperçois qu'on est vraiment dans ce cheminement. J'ai l'impression de refaire ma thèse à chaque fois que je bosse avec lui. Et voilà. Donc maintenant, je vais... La vraie fausse interview. Voilà, c'est ça. Donc je vais poser des questions que je vais lire et donc que j'ai préparées, et puis Yann va y répondre peut-être de manière un peu plus spontanée, en fait. Donc, tac. Oui, donc en fait, on parle de démarche scientifique. Ici, on a parlé de démarche scientifique au moment de l'élaboration de Crime, notamment au moment de l'élaboration des jeux de rôle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'élaboration de Crime, comment on crée un jeu de rôle, comment tu as créé Crime? Alors on a souvent l'impression que la création d'un jeu, c'est simplement une idée comme ça couchée sur papier et puis après on navigue à vue. Mais en fait, généralement, il y a une intention de départ, c'est-à-dire donc on choisit un thème. On va essayer de trouver un angle de vue aussi pour savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement dire dans le jeu et quelles sont les expériences de jeu qu'on veut justement susciter chez les personnes. Donc du coup, vous pouvez éventuellement comparer ça avec une hypothèse de départ et il va falloir essayer de mettre en branle tout un protocole pour réussir finalement à rencontrer vos objectifs en termes d'expérience de jeu ou aussi ce que vous voulez retranscrire chez les personnes qui vont le lire et jouer. Donc en fait, il y a quand même une sorte de démarche scientifique ou quasi-scientifique, si je comprends. Alors dans le protocole de création, effectivement, donc là, heureusement, bon, il a déjà passé la diapo du chemin de croix où vous voyez donc le travail sur le texte, bien entendu. Tu veux que je la remette? Éventuellement, oui. Ah, ça fait mal. Donc on ne le voit pas très bien, mais tant mieux pour moi, finalement, je fais semblant de ne pas voir non plus. Mais effectivement, donc il y a beaucoup de travaux sur les textes, du travail collaboratif avec plusieurs auteurs, parce que évidemment, il y a beaucoup de personnes qui créent des jeux, mais on a parfois l'impression qu'ils le créent pour eux, ou simplement leur cercle d'amis. Or, il faut, pour que le message ait vraiment un impact, que d'autres personnes puissent se l'approprier. Donc il faut une convergence de points de vue assez énorme par rapport à ça. Là, je voulais vous parler aussi du travail de maquette, parce que finalement, le message n'est pas simplement un message qui part avec les textes, mais il y a aussi donc toute une charte graphique, tout un langage finalement artistique, et donc il faut réussir à faire converger les deux pour aller vraiment dans le même sens, parce que c'est aussi une affaire d'impression et de sensation. Et là, donc, ça parlait en fait du wiki, simplement pour dire que effectivement, donc, les joueurs, les meneurs ont également accès à toute une bibliographie, toute une bible dans laquelle ils vont pouvoir piocher pour pouvoir eux aussi se renseigner et pouvoir continuer donc, à essayer de faire avancer le jeu. Voilà, cache ce que je ne saurais plus voir. Je passe l'autre. Voilà. Donc éventuellement, peut-être juste avant, si on peut revenir. Oui, là, c'était des images pour vous faire peur, mais du coup, on ne les verra pas. Donc, pour la démarche scientifique, effectivement, on est un petit peu là-dedans, dans le sens où je vous parlais donc du côté observation, c'est-à-dire on peut voir des jeux qui s'approchent de ce que vous voulez faire, et finalement, vous allez vous dire, oui, mais moi, je souhaiterais finalement les adapter différemment. Donc, vous allez partir d'hypothèses de départ en disant, finalement, dans le jeu, est-ce que je vais évacuer les dés? Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de narratif avec les personnes qui vont jouer avec moi? Et à ce moment-là, on met un protocole d'expérience, c'est-à-dire on fait plein de bêta-tests avec des personnes très différentes, avec des points de vue différents. Et après, on va essayer de tout compiler pour avoir un résultat qu'il faudra interpréter. Et après, la conclusion, c'est les bêta-tests n'ont servi à rien parce que l'expérience de jeu n'est toujours pas celle que je souhaitais. Ou éventuellement, oui, il y a peut-être des choses qu'on peut raffiner et on peut remettre en branle tout ça. Voilà. Ah, juste un instant aussi.
Pour la caution scientifique, parce que c'est un peu difficile de parler de science quand on parle de création de jeux. Donc là, je voulais représenter aussi le travail sur les jauges. Donc la jauge, c'est finalement un élément du jeu qui va varier. Et donc aujourd'hui, il y a de la recherche sur les jeux, souvent liée donc aux jeux vidéo, où on essaie de voir ce que sont les game patterns, c'est-à-dire ces petits éléments de jeu que vous allez pouvoir assembler pour faire un système cohérent. Et donc là, on établit des règles qui sont très simples, en disant par exemple qu'une jauge qui va augmenter va entraîner une autre jauge qui va augmenter aussi. Vous pouvez avoir un effet inverse, une jauge positive qui va faire décroître donc une jauge négative, donc le but du joueur n'est plus tout à fait le même. Là, vous pouvez avoir aussi donc, une jauge qui va pouvoir en influencer tout un système. Donc du coup, c'est la même chose, il va falloir essayer de réfléchir quelles sont finalement les relations entre les jauges que vous allez pouvoir mettre dans votre système de jeu. Donc le système de jeu, ce n'est pas simplement en fait une probabilité en disant voilà, le personnage a 4, on va lancer un D6, et s'il a au-dessus de 4, c'est une réussite. On peut faire des choses beaucoup plus compliquées et beaucoup plus intéressantes du coup, parce que l'expérience de jeu sera forcément différente, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, par rapport à, je ne sais pas si tu as vraiment répondu à la question par rapport aux sciences. Est-ce que tu veux donner des détails par rapport à cette diapo? On passe à l'autre question directe. On peut passer à l'autre question directe. C'était juste le fait de partir d'archives, c'est-à-dire donc des photographies, et de voir finalement avec les illustrateurs, de pouvoir essayer de travailler la grammaire, c'est-à-dire donc la charte graphique, et de leur permettre, à partir d'archives d'époque, de pouvoir mettre des éléments fictifs et d'aboutir à des illustrations qui sont véritablement réalistes. Voilà. Donc, une autre question par rapport à Crime, c'est, on peut l'avouer, tu as un Master 2 d'histoire. Est-ce que ce Master 2 t'a influé, peut-être non pas sur l'histoire, mais sur les étapes de création? C'est-à-dire que, comme tu disais juste avant, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine démarche, oui, et puis à l'université, on nous apprend, et pas spécialement qu'en sciences dures, à respecter une démarche, une véracité, etc. Et est-ce que tu t'en es servi vraiment pour Crime? Alors du coup, c'est vrai que le côté historien est difficile à tenir parce qu'on n'est pas dans les sciences dures, et pourtant l'historien est censé justement atteindre une objectivité absolue. Chose qu'il n'atteindra jamais forcément, et c'est le paradoxe. Et donc du coup, il faut essayer de trouver une démarche, finalement, et une façon de retranscrire l'histoire de cette époque. Et souvent dans les jeux de rôle, on a un peu une historiographie un peu ancienne, où on va vous montrer les événements les plus importants, ce qu'on appelle le fait des princes, c'est-à-dire les grandes conquêtes, les rois et ainsi de suite. Mais on ne vous parlera jamais finalement de la vie quotidienne, de vos petits personnages non-joueurs insignifiants, de ce qu'ils peuvent avoir dans la mentalité. Et donc du coup, c'est important effectivement de se poser la question, parce que donc à l'époque justement de Crime, on est dans une histoire très positiviste, c'est-à-dire on essaie d'accumuler plein de documents, mais on ne les analyse jamais, et on espère qu'avec la somme d'informations, finalement on atteindra cette objectivité absolue. Et finalement il y a aussi pas mal de messages, surtout à cette époque, où finalement la façon de présenter l'histoire, c'est dire que la République est le meilleur des systèmes politiques, que la civilisation occidentale est forcément supérieure aux autres. Et quand on fait un jeu sur la Belle Époque, il faut savoir comment le présenter, parce que quand on joue un personnage justement de 1900, ce personnage aura probablement cette sensation. Par contre, nous, joueurs du XXIe siècle, on n'est pas dupes sur la question. Et donc il faut réussir à faire passer ce message comme quoi l'histoire est toujours une histoire orientée, avec justement en filigrane un message politique. Et du coup, on est forcément obligé de le dire aussi aux meneurs et aux joueurs. Et donc, tu as cette démarche-là, mais est-ce que tu sais, tu connais d'autres auteurs, est-ce que tu sais si les auteurs des autres jeux de rôle ont cette démarche, en fait? Et là, je réponds à la question en même temps par cette diapo. Quand j'ai répondu à la question justement avec ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est assez compliqué, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément beaucoup d'auteurs avec un cursus universitaire. Donc, se poser des questions sur l'épistémologie de l'histoire, et puis avec quelle pincette il faut la prendre. Donc c'est pour ça qu'on a souvent effectivement des jeux qui reprennent en gros des événements sans véritablement les questionner. Donc c'est pas forcément évident. Mais du coup, on a par contre pas mal de personnes qui essaient de varier un peu la façon de présenter.
Souvent, on a des descriptions, on a éventuellement des chronologies, mais il y a des personnes qui recourent à des documents où ils font des facsimilés, des documents comme à l'époque, et ils donnent ça aux joueurs, et les joueurs doivent justement essayer de critiquer le document en tant que tel. Et là, c'est déjà une démarche beaucoup plus intéressante, parce que finalement, on s'approprie le document, on lui pose des questions, et c'est pas purement transmissif, finalement, comme style d'information. Ma prochaine question, c'est un peu la question neuneu de l'interview. Il n'y a jamais de question neuneu. Bah, sauf la mienne, en fait. On sait que le D20, je me suis amusé à faire une petite animation, le dé, ça reste quand même la référence du jeu de rôle, le symbole du jeu de rôle, et il y a énormément de dés à différentes faces. Et est-ce que, en tant qu'auteur, tu choisis vraiment... Est-ce que vraiment le nombre de faces de dés a une importance? Parce qu'on sait très bien par rapport aux statistiques que lancer 2 dés 10, c'est pas la même chose que lancer un dé 20. C'est pour ça que ma question elle est de... Ah, toujours des images pour vous faire peur. Hein, voilà, ça passe. Donc effectivement, quand on crée un système de jeu, on est toujours braqué sur l'expérience de jeu que l'on veut donner. Si vous êtes dans un jeu très immersif et que vous avez des jets quasiment toutes les minutes, du coup vous coupez finalement la narration, vous coupez l'immersion, et du coup c'est vraiment pas la chose à faire. Donc il faut essayer de trouver des règles qui sont plus narratives, où finalement il n'y a pas assez lancer de dés avec l'interprétation. Mais pour répondre à ta question, effectivement, au niveau des statistiques, il faut quand même se poser des questions. Quand vous lancez un dé 100 par exemple, l'éventail de choix, ou plutôt le côté chaotique du résultat, ne sera pas le même que si vous lancez 10 dés 10, où généralement, statistiquement, on se resserre finalement toujours aux résultats qui sont médians. Et donc là, on peut essayer de réfléchir sur le système de jeu. Par exemple, dans Crime, donc on a en fait 2 jauges. On a le potentiel, c'est les capacités de votre personnage, c'est le nombre de dés que vous allez lancer. Et vous avez les compétences, ce sont donc les nombres de dés que vous allez pouvoir conserver. Le problème, c'est un jeu quand même assez dépressif, dans le sens où quand vous lancez des dés, vous prenez vraiment un gros risque, et vous prenez surtout le risque d'échouer. Et quand vous avez des 1, vous devez les conserver. Ce qui signifie que quelqu'un qui a un potentiel très fort, mais qui est vraiment mauvais en compétences, a statistiquement plus de chances de faire des 1 que quelqu'un qui a un potentiel plus faible. Autrement dit, le message qu'on essaie de délivrer, c'est que la puissance sans la maîtrise ne sert à rien. Et donc ça, c'est quelque chose de véritablement voulu et qui colle finalement à l'esprit du jeu, à ce qu'on a voulu en faire. Donc oui, c'est très important. L'une de mes dernières questions, en fait, porte sur Crime, mais justement sur l'apport des sciences dans Crime, mais par rapport aux prix Nobel qui sont nés. C'est-à-dire que Crime, c'est 1870-1914. Il faut se dire que les premiers prix Nobel sont arrivés à la fin du XXe siècle, avec tous les Einstein, avec les Marie Curie, etc. À cette époque-là. Et donc, après, il y a aussi la naissance de l'aviation. Il y a tous ces trucs-là, il y a les radiations. Et donc, la question que je te pose, c'est est-ce qu'on retrouve cette richesse, pour ne pas dire cette mirobolance scientifique dans ton jeu? Alors déjà, c'est assez compliqué de pouvoir transmettre aux joueurs le côté sensationnel des découvertes de cette époque. Parce que je pense que dans finalement les dates que tu as soulignées, 1870-1914, je pense que ça a été vraiment une évolution aussi rapide que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, les contemporains étaient forcément émerveillés par l'électricité, par les progrès de la radiothérapie et ainsi de suite. Donc déjà, essayer de donner à un joueur du 21e siècle cette sensation n'est pas toujours évident. Mais ce qu'on essaie de faire dans ce jeu, qui est un jeu d'enquête, c'est d'essayer de revenir aussi aux sources de la police dite scientifique, c'est-à-dire donc de voir par exemple l'anthropométrie, de voir aussi la quête indiciaire avec les premiers prélèvements, les balbutiements des empreintes digitales, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir dénoncer aussi les travers de la science de cette époque, qui sont peut-être les travers de la science d'aujourd'hui. C'est de penser qu'une théorie est figée, qu'elle est valide, alors que finalement, à l'époque, on manque du recul nécessaire pour s'apercevoir qu'on est un peu dans une impasse. Par exemple, on a donc un criminologue qui s'appelle Cesare Lombroso, qui a fait donc un gigantesque livre qui s'appelle L'homme criminel,
et où il essaie de démontrer que si on regarde en fait les mesures de la tête d'une personne, on peut éventuellement savoir si c'est un criminel en puissance ou pas, ce qu'on pourrait appeler le délit de faciès. Donc ce sont des théories qui sont valides quelque part, selon justement les préceptes médicaux de l'époque. Et du coup, dans le jeu, on essaie de les utiliser et de les détourner. Effectivement, comme il y a un côté fantastique, on peut avoir des criminels qui vont essayer de développer des boss de criminalité, des choses comme ça. Donc c'est toujours un petit peu, quelque part, le fait de dire aux joueurs et aux meneurs, bon, voilà les travers de, finalement, des sciences de l'époque, vous vous en amusez, mais ayez quand même conscience que, eh bien, ces travers existaient bel et bien. Donc là, l'interview est quasiment finie. Est-ce que tu as une dernière remarque, un commentaire? Alors, je pense que, bon, je ne sais pas si je vous ai convaincu de l'intérêt des sciences humaines, justement, dans le jeu de rôle et de la démarche aussi. Je pense que, voilà, ce qui est important, c'est qu'on a toujours l'impression que les créateurs sont très littéraires quelque part, alors que finalement, dans la démarche et la réflexion, c'est un peu différent. Et puis aussi, voilà, que les jeux historiques ont surtout un intérêt s'ils font des parallèles avec ce que l'on vit maintenant, qu'on arrive à trouver des ponts entre les thématiques de l'époque et les thématiques d'aujourd'hui et questionner justement les personnes sur leur rapport avec l'histoire. Voilà. Ok, un tout grand merci. Et puis je vais juste conclure en fait, je vais juste conclure cette présentation en rappelant ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire que en fait, la science, qu'on le veuille ou non, elle est omniprésente dans les jeux de rôle, que ce soit de manière subtile, vraiment les petits objets qui sont utilisés ou pas, voire pas du tout. Et voilà, et grâce à Yann, on a appris un petit peu comment on se sert des sciences pendant l'élaboration de certains jeux. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin, que ce soit l'Udinam, les orgas, que ce soit les écuries d'Ogias ou malheureusement les autres amis qui ne sont pas venus ici. Merci à vous.